Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimer. Dans cette émission, on poursuit l'étude du domaine 5 du programme de l'examen et c'est toujours Joseph Jiménez, professeur d'histoire-géographie, qui vous présente ces différentes vidéos. Un grand merci à lui et très bonne émission à toutes et à tous. Alors, toujours dans le domaine 5, les espaces maritimes et le milieu marin, cette seconde animation suit le programme, puisque dans la première, on a essentiellement que parlé des zones économiques exclusives, donc nous allons continuer. Cette animation, donc, nous allons traiter les flottes de combat, l'action des flottes dans le monde, la marine nationale, avec sa composante de dissuasion nucléaire, la défense de la souveraineté et quelles menaces la marine française combat-elle un petit peu partout dans le monde. Bon courage à vous. Comme d'habitude, un petit quiz à la fin pour s'entraîner. Donc nous sommes dans la partie 2 avec l'action des flottes allemandes. Alors j'ai choisi de vous illustrer ceci avec une photo assez impressionnante, réelle, d'un vrai navire de guerre. L'USS Zumwalt, c'est un destroyer lance-missile ultra moderne, ultra cher aussi, 7,5 milliards de dollars pour une série de 3 navires, qui en fait un des navires le plus cher au monde. Alors d'abord, les marines, c'est aussi la dissuasion nucléaire, et donc vous avez une comparaison ici avec les premières bombes atomiques, Hiroshima, Nagasaki, des essais pendant la guerre froide, et des missiles nucléaires qui sont transportés par les marines, par exemple les Américains et les Français. Voici le nombre d'ogives nucléaires dans le monde, et avec les principales puissances, dont les États-Unis et la Russie, loin devant. Les marines de guerre, c'est aussi les porte-avions, qui sont depuis la Seconde Guerre mondiale les bateaux principaux des flottes de combat. Vous avez ici un porte-avions ultra-moderne anglais, le Queen Elizabeth, entré en service en 2017 par exemple. Ici donc un porte-avions américain, qui commence à être assez ancien, l'Enterprise, qui est le premier porte-avions à propulsion nucléaire, et le Charles de Gaulle au premier plan, un peu plus petit mais beaucoup plus moderne. Les Chinois sont en train de se doter d'une flotte de combat assez impressionnante, et ceci très rapidement. Il faut savoir qu'entre 2015 et 2019, la Chine a construit en 4 ans à peine l'équivalent de la marine française en tonnage. Et en photo, vous avez le deuxième porte-avions chinois. Alors le premier, c'est un ancien porte-avions russe récupéré. Donc le deuxième que vous avez là, un troisième est en préparation, donc ils vont très très vite. L'Inde développe aussi ses forces de projection navale avec des porte-avions. Elle possède 2 porte-avions, un ancien porte-avions russe, elle aussi, comme les Chinois, un autre mis à l'eau en 2013 qui est en train de rentrer en service, et un dernier devrait rentrer en service en 2030. Alors les sous-marins, maintenant, vous avez ici un écorché du sous-marin de la classe Le Terrible, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins français. Donc un réacteur nucléaire propulse ce sous-marin. Et il y a 16 missiles mer-sol, donc balistiques, d'une portée de 8000 km à bord. Ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ils sont rentrés en service d'abord aux États-Unis en 1960, puis en Russie, France, Royaume-Uni et Chine en 1987. Les missiles portés dans ces sous-marins, donc qui naviguent en permanence sous les mers, on a un peu plus de milliers de missiles aux États-Unis et en Russie, 64 en France, 48 au Royaume-Uni et 20 pour la Chine par exemple, ce qui fait 2400 à peu près missiles nucléaires. Alors ces sous-marins, que ce soit des sous-marins d'attaque, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ils sont répartis parmi les plus grandes puissances militaires que vous avez ici sur ce tableau. Alors il faut savoir que les États-Unis ont dépensé pendant longtemps autant que le reste du monde pour leur défense. Alors c'est un petit peu moins le cas actuellement vu les dépenses que la Chine fait, mais quand même les États-Unis représentent une énorme partie des dépenses du monde, et l'US Navy est de loin la première marine au monde, elle mobilise 340 000 personnes et 28% du budget militaire des Américains, de 194 milliards de dollars en 2019 pour cette flotte de combat. Alors la marine nationale, maintenant, la marine française. Qu'est-ce qu'on peut dire? La France reste tout de même une puissance navale mondiale, 10 sous-marins nucléaires, un porte-avions, 117 bâtiments, donc une force non négligeable loin de là. La dissuasion nucléaire, la France depuis les années 60 s'est engagée dans la dissuasion nucléaire, on dissuade les pays éventuellement de nous attaquer avec des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Tous ces navires et ces sous-marins contribuent à notre puissance militaire et à notre force de dissuasion. La marine fait aussi de la défense de souveraineté. Alors ces forces de souveraineté, elles interviennent partout dans le monde.
Mais depuis 20 ans, la Marine nationale a vu décroître de 20% le nombre de bâtiments déployés. Et donc, les missions, c'est forcément un petit peu plus dur. Donc, la Marine nationale réalise des missions de surveillance dans les zones économiques exclusives, en Polynésie, par exemple. Il y a quand même 4 millions de kilomètres carrés. Vous avez ici un texte qui s'appelle la surveillance de la zone ultramarine, qui explique très bien un petit peu ce qu'il faut faire en défense. Donc, je vous laisserai le lire tranquillement. Vous allez voir, c'est assez intéressant et assez moderne. Un exemple de zone à surveiller, vous avez ici Saint-Pierre-et-Miquelon, donc qui se trouve au large de Terre-Neuve, au Canada. Donc la France, en possédant Saint-Pierre-et-Miquelon, possède un territoire qui est à proximité de très grandes routes maritimes, et il y a un projet de grand port de transbordement de conteneurs, puisqu'il se trouve sur des routes très très fréquentées par exemple. Alors la marine française, c'est aussi la modernité. Alors, par exemple, Thales a développé un drone de surveillance capable de naviguer sous l'eau et d'opérer en surface pour des missions de surveillance. La France, on l'a déjà vu cette carte, a un très très grand espace maritime mondial et donc dispose de bases navales et de terres un petit peu dispersées sur toutes les mers, tous les océans. Alors la marine française participe aussi à la surveillance et au combat contre la pêche illégale en Guyane par exemple, contre les narcotrafiquants dans les Caraïbes, et la piraterie moderne dans l'océan Indien et dans le golfe de Guinée. La piraterie maritime se développe depuis une vingtaine d'années environ, dans certains endroits bien précis du monde. Et par exemple, il y a quelque temps, un navire de ravitaillement, de commandement, la Somme, a été attaqué par des pirates somaliens par erreur. Ils ont cru avoir affaire à un navire de commerce, ils attaquent un navire de guerre français, donc ils ont été très surpris et ils ont été faits prisonniers. Voilà une caricature assez rigolote et qui parle de cet événement. Vas-y, fonce sur malentendu, ça peut marcher. Proverbe pirate somalien, oui, ça n'a pas marché avec leur petite barque pour attaquer le navire de la marine nationale, ça n'a pas été efficace. Alors, ceci c'est plus large, au-delà de la France, c'est toutes les zones économiques exclusives de l'Union européenne. Donc au territoire de la France, on rajoute le Danemark pour le Groenland par exemple, les Açores, Madère. Donc on voit que l'Union européenne commande beaucoup de territoires un petit peu partout sur toutes les mers et tous les océans. Troisième partie, les constructions navales et militaires et ce qu'on appelle le biomimétisme. Alors le biomimétisme, il faut être précis sur la signification. C'est genre d'imitation de la nature en fait, c'est-à-dire on reproduit ce que la nature fait pour l'utiliser à notre service un petit peu. Alors ce biomimétisme, je reviens un petit peu dans l'histoire, ne date pas de maintenant. Léonard de Vinci par exemple, déjà à son époque, il imagine des ailes qui ressemblent à des ailes de chauve-souris, donc il copie l'aile de chauve-souris pour imaginer une aile. Clément Ader, beaucoup plus tard, s'inspire lui aussi des chauves-souris. Le mythe d'Icare, Icare, il se fait des ailes avec de la cire et des plumes, donc comme les oiseaux aussi, donc il imite la nature. Alors de nos jours, quelles applications? Eh bien, par exemple, on imite la peau de requin pour diminuer la consommation de carburant, et on fait des surfaces d'ailes, d'avions, de coques de bateaux imitant la peau des requins, par exemple. On s'inspire aussi de la carapace de certains crabes, où rien n'adhère dessus en fait, pour faire des revêtements de bateaux qui s'auto-débarrassent des salissures. On lutte contre aussi l'érosion avec des souches bactériennes, la corrosion. On développe des robots capables de se déplacer sous l'eau et qui imitent des raimentants, des poulpes ou autres, donc qui imitent le déplacement des animaux. Toujours sur la peau de requin, qui plaît beaucoup. On fait des surfaces antibactériennes aussi, qui sont assez efficaces apparemment. Pour faire des pales d'éoliennes, on reproduit la forme des nageoires de baleines et on s'est rendu compte que le rendement énergétique est amélioré de 20%. On copie le mouvement des queues de poisson aussi, de déplacement de l'anguille, voilà. Et dernièrement, on s'est inspiré des mollusques, de certains mollusques, pour faire des blindages militaires en céramique. Puisqu'on s'est rendu compte que la structure en couches superposées de certains coquillages les rend 1000 fois plus résistants que le constituant principal. Donc le constituant principal est assez fragile à la base, très fin et très fragile, mais la façon dont il est agencé dans un coquillage le rend très très solide. Il y a aussi donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les éoliennes et les baleines. Donc on copie, les pales d'éoliennes sont inspirées de nageoires de baleines. Merci pour votre attention. La prochaine vidéo sera sur les tensions géopolitiques en mer.
Et avant ça, nous allons faire quelques questions de révision sur la présentation que nous venons de voir. Bon courage à vous. Question 1. Combien la France possède-t-elle de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins SNLE? Réponse A 3, réponse B 4, réponse C 5, réponse D 6. Je vous laisse quelques instants de réflexion. C'est bien des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. La réponse était 4. Voilà, du modèle du terrible que vous avez en face. Question 2. Que combat essentiellement la marine nationale dans les Caraïbes? Donc, réponse A, le narcotrafic, réponse B, la pêche illégale, réponse C, la piraterie maritime, réponse D, les monstres marins. Et la réponse est le A, les narcotrafics, même s'il y a un petit peu de pêche illégale et un tout petit peu encore moins de piraterie maritime pour les monstres marins, ça, je crois pas qu'il y en ait. Question 3. Qui a attaqué par erreur la Somme, bâtiment de la marine française? Réponse A, un poulpe géant. Réponse B, un navire de la marine chinoise. Réponse C, des pirates des Caraïbes. Réponse D, des pirates somaliens. Je vous laisse quelques instants. Et il s'agissait des pirates somaliens qui ont attaqué donc ce navire de ravitaillement, la Somme. Par erreur évidemment. Donc question 4 sur le biomimétisme, qu'ont inspiré les baleines à bosse à des ingénieurs. Donc réponse A, des pales d'éoliennes, réponse B, des formes de coques de navire, réponse C, des revêtements de coques de navire, ou réponse D, des formes de pales d'hélice de navire. Et la bonne réponse était le A, des pales d'éoliennes. Voilà, sur l'illustration. Et dernière question, les blindages militaires en céramique en carbure de silicium sont inspirés de quel type d'êtres vivants trouvés dans les mers? Réponse A, les coquilles Saint-Jacques, réponse B, les moules, réponse C, les mollusques nacriers, ou réponse D, les coraux. Quelques petits instants de réflexion. Il s'agissait des mollusques nacriers, donc voilà l'illustration. Voilà, c'est la fin de ce petit quiz d'entraînement. Bon.